Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Mettre le titre. Merci, Monsieur le Président. Alors, puisque nous sommes en audience publique, et je parle, Monsieur le Président, notamment à ma contradictrice, puisque nous sommes en audience publique, je ne ferai pas référence aux transcrits. Évidemment, les transcrits, j'ai les références, mais pour éviter qu'on passe en session à huis clos puis en audience publique, les références sont faciles à trouver. Tout ce qui est dit, tout ce que je vais dire ressort clairement de ce qui a été dit. Voilà, c'était pour vous prévenir, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez des questions sur tel ou tel point, lorsqu'on reviendra en audience à huis clos, je pourrai y répondre naturellement. Mais comme je reprends une partie de ce que vous aviez vous-même dit, je pense que ça ne posera pas de problème. Bien sûr que ce n'est pas un problème. Si mon confrère pouvait juste me donner la référence du compte-rendu d'audience en français. Bon, s'il y a quelques soucis, au moins nous aurons la référence. Bon, essayons comme ça. Commençons avec les transcrits du 7 juillet, version française, page 19, ligne 27. Alors, monsieur le témoin, vous vous souvenez qu'on parlait du camp d'Agban? Et, si j'ai bien compris, vous nous disiez que dans ce camp, pendant la crise post-électorale, se trouvaient entre 3 000 et 3 500 personnes, du fait qu'un grand nombre de civils s'y étaient réfugiés, si j'ai bien compris, environ 2000. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Est-ce que c'est exact? Oui, j'ai dit qu'environ 3 000, 3 500 personnes étaient dans cette caserne, donc au moment de la crise. D'accord. Et parmi ces personnes, combien de civils, à peu près une estimation? Donc, on peut parler de 1500, 2000 quand même civils étaient présents. D'accord. Ce camp-là dont nous parlons, est-ce qu'il a été attaqué? Oui, cette caserne a subi les bombardements de l'ONUCI et de l'armée française. Et précisément le dimanche 10 avril. Et donc, à l'issue de cela, il y a eu un décès, une petite fille de 14 ans qui s'appelle Andrea. D'accord. Alors, on va y revenir tranquillement. Vous nous parlez, d'un bombardement de l'ONUCI. Un bombardement qui s'est déroulé comment? Avec quel matériel? Avec 2 hélicoptères de type Gazelle. D'accord. Donc, les hélicoptères de l'ONUCI bombardent le camp où se trouvent des gendarmes et des civils. C'est bien exact? Oui. Quel jour? C'est dimanche 10 avril. D'accord. Auparavant, les hélicoptères de l'ONUCI n'étaient pas intervenus contre ce camp. Ils n'étaient pas intervenus, ils avaient survolé. Ils avaient survolé à plusieurs reprises avant, mais avant le 10 avril, ils n'étaient pas encore intervenus. D'accord. La petite fille dont vous parlez,
Elle a été tuée du fait de ce bombardement par les hélicoptères de l'ONUCI? Oui, ils n'avaient pas réussi à atteindre, je crois, les objectifs qu'ils se faisaient et ils ont commencé à tirer avec les armes lourdes type 12-7-14-5. Les armes du type 12-7-14-5 qui étaient montées à l'intérieur des hélicoptères. Et c'est en tirant sur les bâtiments, dans les bâtiments où habitaient les familles, cette petite fille étant à l'intérieur de sa maison, une balle qui a traversé la maison du côté de la cuisine, et donc qui a découpé en deux. D'accord. Vous connaissez son nom à cette petite fille? Je dis, elle s'appelle Andrea Obena. Personnel. D'accord. À votre connaissance, pendant la crise post-électorale, les hélicoptères de l'ONUCI ou plus généralement les matériels de guerre de l'ONUCI ont-ils attaqué d'autres positions de l'armée gouvernementale ou de la police ou de la gendarmerie? Vous dites pendant la crise post-électorale ou Pendant la pendant guerre? la crise post-électorale? Oui. Pendant la crise post-électorale, les bombardements qui étaient opérés sur la résidence du chef de l'État, les bombardements ont été aussi opérés à la caserne de la marine, à Yopougon, Lokodiro, Yopougon, Lokodiro, la base maritime de Yopougon, Lokodiro. D'accord. Est-ce que Et aussi à la caserne d'Aquedo, la nouvelle caserne d'Aquedo. savez-vous s'il y a eu des morts à l'occasion de ces attaques et en particulier s'il y a eu des morts civiles? Je n'ai pas eu connaissance, maître. D'accord. Ça, c'est pour les hélicoptères de l'ONUCI. Maintenant, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu sur le camp Agban des attaques. Alors, si j'ai bien compris, c'était des hélicoptères français, c'est bien ça que vous nous avez dit? Oui, oui, Gazelle, le type Gazelle. D'accord. Quand ont eu lieu ces attaques? Je l'ai dit que les attaques sur la caserne, là, c'était le 10 avril. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous nous dites qu'il y a eu une attaque concertée ONUCI armée française sur la caserne Agban le 10 avril, c'est bien ça? C'est cela, oui. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il eu pendant la crise post-électorale d'autres attaques menées par des troupes françaises ou des militaires français contre des positions de l'armée ivoirienne, de la police, de la gendarmerie? Pendant toute la crise, d'abord, tous les points depuis Diopoué, dans les rapports qu'on a eus depuis Diopoué jusqu'à Tiébissou, tous les points qui ont été désertés par les forces de défense et de sécurité l'ont été parce que les attaques rebelles ont toujours été précédées par un pilonnage de l'aviation de l'ONUCI ou de l'armée française. Mais- Donc ça, c'est sur le plan général. Monsieur. Pardon, je vous interromps, hein, vous m'excusez, mais parce que c'est très important pour nous. On essaie de comprendre ce qui a pu se passer pendant cette crise. Donc, je vais essayer de préciser là, pour qu'on comprenne bien. Ce que vous nous dites à l'instant, c'est que lorsque les forces rebelles sont descendues du nord au sud, Oui. sur leur progression, à chaque fois qu'elles se sont attaquées à une ville ou un village ou une position fortifiée, Oui. les
hommes de l'armée gouvernementale ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils avaient été préalablement attaqués, Oui, soit par des hélicoptères de l'ONUCI, soit par des hélicoptères français. Est-ce que c'est bien ça que vous nous dites? c'est ça le premier Maître point, Altit, c'est- Maître Altit, you are always summarizing. Maître Altit, vous résumez, vous allez nettement au-delà de ce qui est dit. Vos résumés vont trop loin, vraiment, vraiment. Parce que quand vous dites pour que on comprenne mieux, bah, vous savez, on a compris. C'est simplement que vous vous offrez l'occasion de résumer un concept. Et moi, je pense, surtout ici, vous avez été trop loin. Monsieur le Président, je vais reprendre point par point, mais c'est bien ça qu'avait dit le témoin. Mais je vais reprendre point par point et je comprends tout à fait votre intervention. Donc, monsieur le témoin, vous avez compris. Yes, but if the wit Le juge président. Oui, mais si le témoin a déjà dit quelque chose et vous répétez, moi je ne vois pas pourquoi vous devez répéter. there's obviously is a Je sais que c'est une technique de l'interrogatoire, je comprends. Mais je crois que vous devez faire preuve de plus de réserve quand vous résumez. Vous pourriez aussi très bien ne pas résumer. Parce que nous comprenons, on entend exactement la même chose que vous. Monsieur le Président, d'accord. Je vais donc, monsieur le témoin, vous poser des questions point par point. Comme ça, pas de résumé possible, mais plus de précision de votre part. D'accord? D'accord. Donc, vous nous dites, vous nous avez dit attaque préalable des forces de l'ONU et des forces françaises sur les points d'appui de l'armée ivoirienne. Et je voulais distinguer, faire apparaître les différentes étapes. Donc, ce que vous dites, c'est à quel moment, ça, ces attaques dont vous parlez, et où sur le territoire national? Parce que c'est ça qui est important, parce que sinon, enfin, allez-y. D'accord. Donc, le début des attaques, sur le plan chronologique, je ne suis pas. Mais je sais que les attaques, au moment où elles ont commencé sur toute l'étendue du territoire, ont commencé par Djokwe. Et à Djokwe, il y a eu une première riposte des forces de défense et de sécurité. Et face à l'incapacité des forces nouvelles d'avancer sur ce terrain de Djokwe, c'est l'armée de l'ONUCI et l'armée française qui ont pilonné les premières positions à Djokwe, qui ont fait sauter le verrou et qui ont permis donc aux forces nouvelles d'évoluer jusqu'à Djokwe, où ils en sont pris aux civils qui se sont réfugiés dans l'église catholique de Djokwe. L'église catholique de Djokwe qui est située à environ un maximum de 300 mètres à peu près de la base de l'ONUCI. C'est là que j'ai ouï dire que près de 800 personnes ont été massacrées. Donc, c'est parce que l'armée de l'ONUCI et de l'armée française ont fait sauter les verrous que de ce côté, les forces nouvelles ont pu évoluer. Ensuite, le même scénario s'est réalisé aussi à Daloa. Daloa a sauté aussi le verrou de Daloa. Le même scénario a été joué à Tiébissou. Et donc, c'est quand ce scénario a été joué à Tiébissou, au niveau de la caserne d'Abobo, les éléments de la zone opérationnelle m'ont pris peur. Et ils ont eu les premiers survols des hélicoptères de l'ONUCI. Et ils ont quitté le lieu pour ne pas avoir à se faire pilonner l'aviation. Donc, c'est sur le plan général, les attaques générales qu'il y a eu de l'armée française de l'ONUCI. Mais il y a eu aussi à Abidjan, comme je le disais tantôt, il y a eu la caserne de Koumassi,
la caserne de Koumassi, qui, elle, a été attaquée par le blindé de l'armée française. Il y a un gendarme qui est mort à cette occasion. Il y a eu aussi l'attaque de la marine nationale. Il y a eu aussi l'attaque de camp d'Akwedo, l'attaque aussi de la caserne d'Alban. Voici les différentes attaques des forces étrangères que j'ai pu dénombrer. Merci. Vous nous avez parlé de l'attaque de Koumassi par des blindés français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quand a eu lieu cette attaque à peu près? Je ne peux pas dire la date précise, mais je sais que c'est entre le 5 et le 11 avril que cette attaque-là a eu lieu. Et en ce moment, c'est un jeune officier du nom de capitaine Lobognon, qui était en service comme commandant de cet escadron. Monsieur le témoin, n'en dites pas trop sur qui faisait quoi. Je vous poserai des questions si besoin, d'accord? Mais n'oubliez pas que vous êtes en séance publique. Alors, il y a eu des morts lors de cette attaque de Koumassi par les blindés français. Oui, il y a un jeune gendarme qui était sur un mirador, qui a été cueilli par un tir de canon. Je ne peux pas préciser le tir, si c'est 80 mm ou 90 mm. Et pourquoi ils attaquaient Koumassi? Comme la caserne d'avant, moi si je suis était resté en défense ferme par rapport à sa caserne. Et donc, le but, c'était quoi? Le but c'était de les déloger. D'accord. Cette attaque menée par des blindés français, à votre connaissance, elle était soutenue par des forces rebelles ou il n'y avait que les blindés français? Je n'ai pas les détails. D'accord. Vous nous avez parlé, si j'ai bien compris, de l'attaque par les forces françaises du quartier général de la Marine, c'est ça? Oui. C'était quand? Cette attaque-là, je pense à la période du 10 au 13, 14 avril par là. Quels étaient les matériels utilisés par les forces françaises? C'est toujours l'aviation. Et quand vous dites aviation, vous pensez hélicoptère? Oui, hélicoptère précis. Il y a eu des morts? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi attaquer ce quartier général de la Marine, à votre avis? Enfin, pourquoi? Quel était le but stratégique? Je ne suis pas dans la stratégie de l'armée française, donc je ne sais pas quel était le but principal qu'il visait. Vous nous avez parlé, monsieur le témoin, de l'attaque contre le camp d'Akwedo. À quelle période cette attaque? Je peux dire que c'est le 10 avril. 10 avril, et puis ça aurait pu aussi, je crois, le 11 avril. Le camp d'Akwedo a été bombardé avant le camp de la caserne d'Alban. Donc je peux dire que c'est le 10 avril.
que ce bombardement a commencé. Et quelles étaient les forces françaises qui ont mené l'attaque? Quel était leur équipement? C'est les mêmes, c'est les deux gazelles qui ont fait l'attaque de la caserne d'Alban, c'est les deux gazelles, c'est les mêmes gazelles qui ont fait l'attaque au camp d'Aquedo. Il y a eu des morts? Je ne sais pas, mais c'est qu'ils ont mis à plat tout ce qui était matériel lourd, VDA, Ringé, qui était là-bas. À votre connaissance, est-ce qu'il y avait des civils au camp d'Aquedo? Il y a toujours dans les casernes, les civils au camp d'Aquedo ne sont pas très nombreux, mais il y en a puisque il y a plusieurs militaires qui vivent dans les studios avec petites familles. D'accord. Avez-vous souvenance d'autres attaques françaises, notamment des attaques par les blindés ou par les hélicoptères? À part cela, bien entendu, il y a le palais présidentiel, où il y a eu quelques tirs. Il y a la résidence du chef de l'État, où il y a eu un feu d'artifice le 11 avril. Qu'est-ce que vous voulez dire par feu d'artifice? Parce que là-bas était, en termes d'intensité, je peux dire qu'après un peu d'eau, il y a eu plus de feux intensifs à la résidence du chef. Et qui était l'origine de ces feux? Qui est-ce qui menait l'attaque? C'est les deux mêmes gazelles là, ils ont fait un système en triangulation. Un peu d'eau caserne d'Alma, et puis ils atterrissent sur la résidence. J'oublie aussi qu'il y avait aussi le DEMI aussi, qui a été pilonné. Et c'est à l'intérieur de ce pilonnage-là que le colonel d'Abri Adolphe est décédé. Le bombardement de la résidence présidentielle, il a eu lieu de quand à quand? Je crois qu'il y a eu le 10 avril, et puis, excusez-moi, la totale était le 11 avril. Quand vous dites la totale, vous voulez dire quoi exactement? Parce que c'était le dernier bombardement. Comme on dit, c'est une déformation peut-être professionnelle, mais comme on vient de jouer l'Euro, comme si c'était la finale, ça avait lieu là-bas. D'accord. Parmi les hélicoptères qui bombardaient la résidence présidentielle, y avait-il des hélicoptères de l'ONUCI? Moi, c'est les deux gazelles là que j'ai vues. Je ne sais pas si les côtés de l'ONUCI, en fait. Mais c'est les deux gazelles là, de l'armée française que j'ai vues. Je ne sais pas si tu avais au coin de l'ONUCI ou pas, mais c'est les deux gazelles là que j'ai vues. D'accord. Alors, monsieur, nous allons vous montrer quelques images. Mr. Witness, Monsieur le témoin, puis-je vous demander de ralentir votre débit, je vous prie, afin que nous ayons le temps, en cabine d'interprétation, de mieux vous traduire et retranscrire. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire l'effort. Alors, monsieur le témoin, nous allons vous montrer quelques images. Alors, il s'agit de la vidéo CIV D15 0001 39 45. Et pour les parties, c'est la pièce 180 sur notre liste.
Il n'y a pas de timecode, Monsieur le Président, parce que nous allons montrer toute la vidéo qui dure à peu près 25 secondes. Monsieur le témoin, regardez bien la vidéo, je vous interrogerai après. D'accord ? Could we just have a source and a date for this? Peut-on avoir la source et la date de cette vidéo? C'est 4 avril 2011. Alors, je vais vous répondre sur ce que c'est, mais j'aurais voulu d'abord demander au témoin s'il reconnaissait les lieux. Une fois qu'il aura reconnu les lieux, je pourrais vous dire ce que c'est. Ça me semble plus logique que le contraire. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez les lieux, les lieux qui sont le théâtre de cette vidéo? Non. Il y a longtemps que je ne vois plus la vidéo, je n'ai plus les repères. Je ne vois pas. Vous ne savez pas où les événements qui ont été tournés ont eu lieu, vous ne savez pas? Non, je ne vois pas. D'accord. Bon, d'accord. Alors, ceci dit, je peux maintenant vous répondre. Il s'agit d'un document YouTube pris par un civil habitant à 500 mètres du camp d'Akwedo. Il s'agit du bombardement de la poudrière du camp d'Akwedo. Pour vous répondre. Well, thank you for Mr. Alti for giving evidence there. Merci beaucoup à Maître Alti. Le juge président, de toute façon, il a déjà dit qu'il ne pouvait pas dire. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je voulais l'interroger d'abord. Il est clair qu'il n'a pas reconnu. Et maintenant, je peux donner la référence. Enfin, Monsieur le Président, je ne vois pas très bien, mais vous non plus, apparemment, se trouve le problème. No, there is no problem. Just Le juge président, non, il n'y a pas de problème. Allez-y, poursuivez. Alors, monsieur le témoin, vous savez, je vais vous poser quelques questions, mais d'abord, je vais vous poser une question toujours à propos de ces bombardements, toujours à propos de ces attaques. Je vais d'abord vous poser une question pour ne prendre aucun risque. En audience privée à huis clos, si vous voulez bien, Monsieur le Président, et ensuite nous reviendrons en audience publique, d'accord? okay, then let's go in. Très bien, passons en audience privée alors.